Merci de rester fidèle au programme de New World Info. L'invité ce soir, nous irons bien sûr en Côte d'Ivoire. Libération de Gbagbo et Blé Goudé, les conséquences politiques. On en saura beaucoup plus dans un court instant. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Spero Maoulé. Il est le président de CACIT Togo. Spero, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Le plaisir est pour nous. On va d'abord comprendre une chose. Quand on parle de l'acquittement, finalement, c'est quoi? Acquitter un prévenu, c'est juste reconnaître qu'il n'y a pas de charge contre la personne, qu'on ne peut pas retenir cette personne en prison et qu'on doit libérer la personne. Donc, quand on remarque qu'il n'y a rien qui puisse amener la personne en prison, qu'on acquitte la personne. Donc, on le libère de toutes les charges qu'on avait portées, de toutes les plaintes qu'on avait portées contre la personne, et on permet à la personne alors de quitter la prison. On permet à la personne de quitter la prison. L'autre point également, c'est un appel, un mot qui revient plusieurs fois. Faire un appel, finalement, que peut-on comprendre par là? Autant faire une assignation pour aller au tribunal. Lorsque le tribunal a pris une décision et que vous n'êtes pas d'accord de la décision, vous pourrez demander à aller devant une juridiction supérieure à celle qui a pris la décision. Et donc, la juridiction supérieure au tribunal, c'est la cour d'appel. Et donc, l'action qu'on fait pour porter l'affaire devant la cour d'appel, c'est ça que nous appelons appel. Et si vous décidez d'aller plutôt à la Cour suprême, vous ferez ce qu'on appelle un pourvoi. Un pourvoi devant la Cour suprême. Qui peut le faire? En principe, c'est la personne qui a été condamnée dans une instance qui se plaint devant l'instance supérieure. Et donc ici, c'est le procureur qui pense que la décision qui a été prise n'est pas la bonne, ou alors elle dit qu'elle n'a pas compris, et dans ce cas, elle a demandé tout simplement à ce que l'affaire soit portée devant la cour d'appel. Et donc c'est pour ça que pour le moment, Gbagbo ne peut pas circuler librement, il est toujours en prison. Alors, Gbagbo ne peut pas circuler librement, il est toujours en prison. Comment peut-on comprendre un peu? D'aucuns diront bien sûr qu'il y a un peu de dichotomie entre ce qui est en train de se faire actuellement, quand on sait que c'est les juges qui ont décidé, bon voilà, le monsieur et son ministre ont été acquittés, et par après, madame le procureur qui dit, finalement, les juges travaillent sous quel ordre et le procureur, comment? Non, en réalité, on a dans le système judiciaire deux catégories de juges. Il y a les juges debout, les juges du parquet, et les juges du siège, donc ceux qui rendent les décisions. Donc, c'est un juge du siège qui a rendu la décision, et donc le juge du parquet, en l'occurrence Bensouda, pense que ça n'a pas été à son goût, et puis elle a porté l'affaire devant la cour d'appel. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas une dichotomie, puisque les juges ne sont pas obligés de dire la même chose. Chacun dit le droit à sa façon, pour des raisons normalement qui doivent être des raisons de règles juridiques. Bon, maintenant, s'il y a en dessous d'autres choses qu'on ne veut pas avouer, ça c'est quand même un autre problème. Quels qu'en soient les cas, Gbagbo et Blé Goudé seront forcément, on vient dans quelques jours, quelques mois, libérés. Quelles seront les conséquences politiques d'abord sur le plan international? Sur le plan international, la libération de Gbagbo va avoir plusieurs conséquences. La première, qui est la plus simple, c'est qu'on fait de Gbagbo désormais une victime de la CPI, mais au-delà de la CPI, une victime d'un système de colonialisme où l'Europe, par des voies détournées, met la pression sur les dirigeants africains. Rappelez-vous qu'à un moment donné, tout le monde a crié que Gbagbo est très nationaliste et que c'est pour ça qu'il est embêté. Et donc, la conséquence, c'est que franchement, on va avoir l'impression que l'Europe continue par martyriser l'Afrique, ce qui n'est peut-être pas faux. Deuxième conséquence, c'est que désormais, il y a entre-temps les chefs d'État africains qui ont voulu se retirer de la CPI. Et donc, aujourd'hui, ils vont trouver un argument pour dire que comme il n'y avait pas réellement de motif pour inculper Gbagbo, un président ou un ancien président, selon là où on se place, et qu'il a fait 7 ans de prison avant d'être libéré, on va se dire que la CPI n'est pas une institution fiable. Et donc, comme ils avaient voulu sortir avant du statut de Rome, il y a un risque que la CPI
puisse connaître le départ des pays africains. Et ça, ce ne serait pas forcément une bonne chose pour cette institution. Bon, maintenant, sur la Côte d'Ivoire même, évidemment, il y a beaucoup de conséquences politiques. Gbagbo n'a pas vraiment baissé en popularité avec son séjour en prison. Et donc, maintenant qu'il est sorti, et surtout qu'on est à l'orée d'une nouvelle échéance électorale, on se demande bien si Gbagbo ne va pas faire le coup qu'on avait voulu faire avec Bemba, qui retournait en principe pour être électeur éligible. Avant qu'il ne soit court-circuité. Est-ce qu'il ne fera pas lui aussi la même chose 2 ans avant? C'est toujours possible, c'est toujours jouable. Donc ça va être une conséquence politique importante, surtout par rapport à Guillaume Soro, qui probablement va vouloir se positionner aussi par rapport à Bédié et tout ça là. Donc je pense que ça, c'est quelques conséquences politiques. Est-ce que géopolitiquement c'est possible? Quand on sait que Gbagbo, l'âge est un peu avancé, est-ce que c'est encore possible pour lui de revenir encore? Oui, il peut être encore président. Qu'est-ce qu'il peut donner? Il peut être encore président pour 5 ans. Les gens qui vont peut-être choisir Gbagbo, il y a 2 camps. Il y a ceux qui pensent qu'il peut encore être productif, ceux qui pensent qu'il n'a pas eu le temps de montrer tout ce qu'il sait faire, et tous ceux qui pensent qu'il va amener le nationalisme en Côte d'Ivoire. Il y a tout ce monde-là qui vont voter pour lui. Tous ceux qui sont contre le système Ouattara, tous ceux qui ont vu qu'il a été martyrisé, donc tous ceux qui pensent qu'il est un martyr, ils vont s'ajouter à ce groupe-là. Donc, il a des chances d'être élu. Maintenant, si personnellement on me demande qu'est-ce qu'il peut apporter, je pense qu'il apporterait beaucoup en devenant un conseiller. C'est pas forcé d'être président. Tout le monde n'est pas obligé de devenir président de la République. Il y a d'autres personnes, il y a plus jeunes qui travaillent en Côte d'Ivoire, qui peuvent insuffler beaucoup plus de choses à la Côte d'Ivoire. Bon, mais si, c'est un citoyen. S'il n'est pas limité par l'âge, il peut aller valablement comme président et puis faire un programme. Il peut proposer un programme de gestion de la Côte d'Ivoire qui pourrait plaire aux Ivoiriens. Et surtout qu'enfin, ce que j'allais dire, c'est qu'il ne faut pas voir simplement la personne de Gbagbo. Je suppose qu'il va véhiculer une façon, une politique, et c'est peut-être la politique qu'il faut voir. Et si lui-même il prend la présidence et que physiquement il ne peut pas terminer, il y a toujours moyen à ce qu'il se fasse remplacer par un vice-président ou alors que le président de l'Assemblée prenne sa place. Quand on voit un peu cette commission-là qui travaille sur le pont de la réconciliation dans le pays, Gbagbo, d'aucuns disent que sa place y est toujours, il doit rentrer pour pacifier, que ce soit son camp ou bien camp de Ouattara. Oui, mais est-ce que ça va être si facile pour Gbagbo de rentrer? N'oublions pas que Gbagbo est toujours sous condamnation. Il est toujours sous mandat d'arrêt international parce qu'on l'a condamné quand lui il était à la prison en Europe. Il y a eu un jugement qui l'a condamné à 20 ans chez lui pour une histoire de casse de la BCEAO. Cette histoire n'est pas toujours finie. Alors, est-ce que quand il va rentrer, est-ce qu'on ne va pas vouloir le brandir comme un élément pour l'empêcher de postuler? Surtout que ça, là, si on le fait, il y a un revers. La population peut penser qu'on est toujours en train de le martyriser. On veut plutôt l'empêcher d'accéder à la magistrature suprême. Et donc, ça peut dégénérer. Donc, au lieu d'aller pacifier, ça va amener plutôt l'inverse. D'un autre côté, si Ouattara manœuvre bien, Gbagbo rentre dans le pays, il peut l'utiliser comme un conseiller, il peut faire une réconciliation. Et alors, Gbagbo comprendra peut-être qu'il n'est plus urgent, il n'est plus utile d'être président de la République. Il se case comme un consultant ou un conseiller. Et ça fait quand même un ancien président qui serait en vie en Côte d'Ivoire et à qui on peut se référer pour les problèmes de gestion du pays. On a écouté un membre du gouvernement qui a dit s'il souhaite rentrer, oui, la voie lui est ouverte, il n'y a pas de souci. C'est possible dans le contexte actuel? Disons que il faut pas faire confiance à tout ce que les politiques disent. C'est vrai que lui, il a dit ça. Est-ce que c'est la voix de son parti? Est-ce que c'est la voix du gouvernement? Ou bien c'est quelque chose qui l'engage personnellement? Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, bon, s'il dit que ce serait une bonne chose de rentrer, il n'est pas sûr que c'est du goût de tout le monde. Surtout ceux qui, si on pense qu'il va vouloir être candidat,
tous ceux qui aussi envisagent d'être candidats, créant la popularité de Gbagbo, ces gens-là feront tout et tout pour que son retour soit vu plutôt comme un élément de déstabilisation plus qu'un élément de construction. Et ça, c'est les jeux politiques malsains qui existent. Et bon, je ne pense pas que... Mais il faut quand même pas oublier que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont, entre guillemets, la gâchette facile. S'ils ne font pas bien, malheureusement, il y aurait encore des troubles avec armes à feu dans le pays. Quand on sait que le pays est divisé actuellement, on essaie de racoler les morceaux ça et là pour quand même pacifier. Est-ce qu'il y a encore lieu de brandir cette affaire de 20 ans suite à la casse de la BCEAO? Est-ce que c'est le moment opportun? Peut-être pas opportun, mais quelqu'un dira qu'il faut laisser la justice faire son travail. Que ça, ce n'est pas un problème politique, que c'est plutôt un problème juridique. Il y a déjà des voix qui s'élèvent pour dire qu'il y a plusieurs pays qui sont en jeu dans l'histoire de la BCEAO, et donc il n'est pas possible de mettre Gbagbo dans une amnistie qui a été déjà signée pour les autres. Et donc, du coup, on va laisser peut-être la justice faire son travail. Si la question est que c'est opportun? Absolument pas opportun. Mais est-ce que c'est normal? C'est normal, puisqu'il y a une affaire judiciaire. Nous, au niveau du CACIT, nous sommes contre l'impunité. Et si donc réellement il s'avère qu'il est impliqué dedans, il faut pouvoir régler ça. Mais si la preuve est faite qu'il n'a rien à voir dedans, il sera lavé comme il aurait été lavé, par exemple, à la CPI. Ça va renforcer sa popularité. Et là, je crains que c'est la route toute tracée pour qu'il soit lui-même président ou que quelqu'un qu'il va placer comme dauphin devienne président. Il ne faut pas occulter non plus que Blé Goudé, avec son éloquence, a été traité avec a été traité exactement comme Gbagbo. Oui. Lui aussi, il y a une possibilité de le pousser vers une carrière politique beaucoup plus élevée. Donc, pourquoi pas être candidat aux élections présidentielles? Alors, qui parle vraiment de Gbagbo parle de Charles Blé Goudé, justement. Quel est l'avenir de ce jeune-là, tonitruant, très éloquent? Oui, mais je crois qu'il va plutôt s'assagir. Quand on sort de prison, il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait plus. On lui a demandé s'il souhaite rentrer au pays, il dit oui, il rentre à Abidjan. Il va chercher forcément à rentrer, il va chercher forcément à faire une carrière politique, sauf que son langage va forcément changer. Il y a deux possibilités, ou bien ça va se radicaliser, ou alors ça va s'assagir. Mais je pense que très souvent, après avoir fait un séjour en prison, il y a les exemples de Mandela et autres qui sont des témoignages, il va plutôt chercher à s'assagir. Moi, je pense que ce qu'il ferait de bien, c'est de voir avec Gbagbo comment remettre sur pied leur parti politique et voir dans quelle mesure on peut le positionner, pas forcément pour être président de la République, mais pour être, par exemple, un député ou pour être au gouvernement, de sorte qu'il apprenne toujours, il a à apprendre. Et après ça, il peut peut-être se positionner, peut-être dans 5 ans, comme candidat à la présidentielle. Donc on le voit déjà, ils disent que c'est le moment opportun pour lui de remplacer son mentor, quand on sait que le mentor est un peu âgé. Oui, mais est-ce que ça signifierait vraiment qu'on va voter pour lui? Parce que... Après... Il y a le mythe Blé Goudé qui demeure toujours comme mythe Gbagbo. Oui, mais pas suffisamment pour pouvoir... Ça peut être tout simplement un feu de paille. Il retourne, les gens les acclament, et puis bon, on retourne à la politique réelle, et on se rend compte que peut-être que le gars n'est pas apte à diriger, et donc dans ce cas, il va tomber. Mais par contre, si Gbagbo le prend avec lui, et qu'il prenne le temps de l'asseoir, de monter, de remettre sur pied leur parti politique, de le positionner, et pour dans 5 ans, je pense que ça aurait un peu plus d'impact, ça aurait un peu plus de possibilités pour lui que de chercher. Parce qu'un Blé Goudé, par rapport à Soro, par exemple, ce n'est pas très consistant. Si on s'amuse à faire un débat à la télé où il a l'éloquence, mais il n'aura peut-être pas les éléments qu'il faut parce qu'il n'est plus sur le terrain. Donc, mais après 5 ans, je crois qu'il aura tous les éléments, tous les atouts de son côté pour pouvoir être président ou premier ministre, je ne sais pas trop. La libération de Gbagbo et Blé Goudé pour Ouattara, quelles seraient les conséquences possibles pour son pouvoir?
Pour son pouvoir, je crois que en réalité, il y a plus grande chose à craindre. Le pouvoir, le mandat est finissant. La question, c'est de savoir s'il peut positionner quelqu'un ou si lui-même peut oser encore se positionner. Je pense que s'il se positionne, ce serait une erreur grave. Surtout qu'il va commencer par dire que c'est parce que la loi n'est pas rétroactive, que ça ne s'est pas imposé à lui, etc. Un débat que les Ivoiriens n'aimeraient pas avoir probablement. Et surtout, s'il se positionne, j'imagine que Gbagbo va se positionner. Et malheureusement, pour lui, les Ivoiriens vont vouloir prendre une revanche. Et donc, ce ne serait pas une bonne chose pour lui. Et lui aussi, avec son âge, je crois que ce qui serait plus sage, c'est de comprendre qu'il faut se retirer. Il avait fait des phrases qui ont laissé envisager cette possibilité-là. Même si c'est très subtil, je crois que c'est le moment d'expérimenter cette voie-là et de partir tranquillement. Bon, maintenant, il est vrai que lui aussi, il n'est peut-être pas aussi libre qu'on le pense. Et que pour certains intérêts, on voudrait peut-être le maintenir là-bas. On ne sait jamais, la politique, elle a ses arcanes un peu compliquées. Et quelles seraient peut-être les conséquences politiques pour la sous-région ouest-africaine quand on sait que dans la sous-région ouest-africaine, l'espace UEMOA, la Côte d'Ivoire est quand même un pays de référence que peut-on finalement tirer comme profit enfin ou conséquences négatives? C'est clair que le retour de Gbagbo, qui montrerait qu'il est innocent, qui montrerait que sa lutte pour une Côte d'Ivoire plus nationaliste va faire forcément émulation dans la sous-région. Il y a déjà beaucoup de chefs d'État qui ont cette tendance-là. Je parle par exemple de Kaboré, qui aime bien s'afficher comme un vrai Burkinabé. Et donc, ça va faire école et probablement les gens vont vouloir imiter Gbagbo. Et donc, forcément, dans la sous-région et peut-être même dans toute l'Afrique, le son de cloche va être maintenant le nationalisme si Gbagbo revient. Bon, maintenant, s'il revient, enfin, s'il quitte et qu'il ne revient pas en Afrique, qu'il demeure par exemple en Belgique, comme ça lui a été proposé, l'impact ne serait pas identique. Et donc, dans ce cas, les choses vont continuer tout bonnement comme ça se continue maintenant et ça n'aurait pas d'impact. Pour que Gbagbo ait un impact politique, il faut que Gbagbo décide de retourner en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce mot nationalisme revient toujours en ce moment où on sait que, bon, c'est un peu révolu déjà? Révolu, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce que même quand vous prenez un discours que Macron a eu à faire, même au Burkina, les réactions étaient telles que tout le monde dit qu'il faut que les Africains se prennent en charge. Quand vous prenez Jean Ping au Gabon, lui aussi, à un moment donné, il a failli remplacer Ali Bongo, tout simplement parce qu'Ali Bongo a créé des problèmes à la société Total, qui est une société française, pour qu'on cherche, parce qu'il a voulu un peu s'affranchir de la tutelle coloniale. Donc, le mot nationalisme revient. Aujourd'hui, tous les pays africains se disent que pour émerger, il faut une relation sud-sud et non plus une relation nord-sud. Et donc, c'est évident que le nationalisme va revenir, on va en parler. Ça ne prendra pas la forme que ça a voulu prendre avec l'encrouement, mais ce serait une façon pour les pays africains de s'autodéterminer. Alors, il y a un fait qui a marqué plus d'un en Afrique, juste après l'arrêt de Gbagbo, le mutisme, le silence total des chefs d'État africains. Comment cela peut être expliqué politiquement? Les chefs d'État africains, actuellement, c'est la même chose. Vous prenez tous les événements qui sont arrivés, apparemment, ils ne disent jamais quoi que ce soit. L'exemple de l'élection en RDC est encore un témoignage. Jusqu'à présent, aucun chef d'État n'a osé dire quelque chose de concret à voix haute, alors que c'est la France qui a été le premier à crier. Donc ça voudrait dire que ou bien on attend un ordre qui doit venir de l'Europe, si ça ne vient pas, vous ne parlez pas, ou si ça vient de ne pas parler, vous ne parlez pas, ou bien alors nos chefs d'État ne se préoccupent pas d'un certain nombre de choses. Mais c'est vraiment étonnant parce que quand il y a eu les attentats en France, non seulement ils ont très rapidement pris la parole pour condamner, mais ils ont fait le déplacement.
Mais par contre, il y a eu des choses beaucoup plus atroces qui ont eu lieu en Afrique, mais ils n'ont rien dit. Ou bien ils n'aiment pas parler pour les affaires africaines, ou alors ils n'ont pas l'opportunité ou le droit de parler. Ça, il faut être peut-être proche des chefs d'État pour comprendre leur position. Mais nous pensons que cette position-là n'est pas bonne. Parce que nous sommes en Afrique. Rappelez-vous, et Adema n'hésitait pas à dire, par exemple, que quand la case du voisin brûle, il faut aller. Donc, il fallait quand même dire un certain nombre de choses. Visiblement, personne n'est à l'abri. Quand on sait qu'on a arrêté Gbagbo, on l'a envoyé à la CPI, on peut envoyer tout le monde, hein? Oui, ils n'ont rien dit. Même quand on a demandé à Kenyatta d'aller également à la CPI, bon, on n'a pas vu les pays africains condamner, réagir, non. On s'est tué, on l'a laissé faire, il est allé, il est revenu. Donc j'ai l'impression quand même, ou bien c'est peut-être un code de conduite qu'ils ont élaboré au niveau des chefs d'État de l'Union africaine, ou bien alors c'est une crainte de ne pas énerver le colonisateur, ou bien tout simplement ils ont des intérêts qu'ils ne nous donnent pas et qui les obligent à ne pas parler. Mais c'est vraiment dommage parce que sur un certain nombre d'événements politiques qui arrivent en Afrique, on aurait bien aimé, comme de temps en temps Idriss Déby aime le faire, que des chefs d'État africains se positionnent, prennent position et fassent des déclarations pour condamner ou pour accepter. C'est ça le courage politique. On verrait bien, par exemple, un chef d'État africain dire qu'il n'est pas d'accord sur l'arrestation de Gbagbo parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire simplement qu'on n'est pas d'accord, il faut pouvoir argumenter. Est-ce que cela ne donne pas raison à ceux qui disent qu'ils vont se battre en retrait carrément de cette CPI-là, qui ne fait que juger les Africains? Ce serait vraiment dommage. Nous, on a espéré quand même, au niveau des défenseurs des droits humains, on a espéré que la CPI demeurait un outil juridique vraiment opportun avec sa compétence complémentaire pour que quand dans un pays, on n'est pas sûr qu'on aurait un procès équitable, que ce serait plutôt un procès de vainqueur, que cette cour-là soit l'épouvantail des chefs d'État africains qui seraient tentés de faire les génocides, les crimes contre l'humanité, etc. Malheureusement, on se rend compte que les affaires ne sont pas bien ficelées. Dans l'affaire de la Côte d'Ivoire, il y a eu forcément génocide, enfin, au crime contre l'humanité. Maintenant, est-ce que c'est le vrai coupable qu'on a amené? La question se pose. Est-ce que le procureur a fait les investigations suffisantes pour pouvoir inculper quelqu'un ou pour alors accuser quelqu'un? C'est des problèmes. Et je crois que si on a libéré Bemba, parce qu'on a dit aussi qu'il n'y a pas d'éléments consistants, on libère Gbagbo parce qu'il n'y a pas d'éléments consistants, je crois qu'il faut revoir tout simplement la procédure d'investigation au niveau de la CPI. Les juges assis, les juges du siège, font probablement leur job correctement. Parce que s'il n'y a pas d'éléments suffisamment à charge, on ne peut pas condamner les gens. Donc eux, ils font leur procureur fait vraiment son travail. Est-ce vraiment les moyens de faire les investigations? Parce que ça aussi, il faut avouer que ce n'est pas très facile. Aller dans un pays, aller farfouler pour voir si entre-temps on peut déceler des choses. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on se précipite, on ne fait pas bien ce travail-là. Et ce qui fait que ceux qu'on condamne, malgré le temps, on est obligé de les acquitter parce qu'ils ne sont pas coupables. Comment expliquez-vous cet appel de Bensouda Fatou? Bon, apparemment, ou deux choses l'une. Ou bien elle est toujours sous ordre, et donc elle a reçu l'ordre de faire en sorte que, dans la mesure du possible, Gbagbo ne soit pas libéré, ou alors il y a un élément nouveau qu'elle a en sa possession, pour lequel les juges n'ont pas dû peut-être tenir compte, et c'est peut-être ça qui ferait marcher son appel. Mais à tout état de cause, on attend. Et apparemment, tel que les premiers juges se sont prononcés, j'ai l'impression que ce n'est que du dilatoire, que ça ne prendrait pas trop de temps avant que Gbagbo ne soit libéré. Ce serait vraiment dommage que après 7 ans de temps passé, 7 ans passés en prison,
que finalement la Côte d'Ivoire n'ait pas eu la vérité sur ces affaires-là. Et c'est franchement dommage. On aurait dû avoir la vérité. Moi, c'est ce que j'ai voulu. Que la vérité éclate, constitue les responsabilités pour voir si Gbagbo est responsable ou si c'est Ouattara ou si c'est une autre personne. Et tant qu'on n'arrive pas que ça a été inutile de garder Gbagbo en prison pendant 7 ans. Spiro Maoulé, merci. Je vous remercie aussi. Je rappelle que vous êtes bien sûr le président de CACIT Togo. Messieurs, nous allons devoir marquer une pause. L'info, c'est juste derrière nous. Et on se retrouve avec les confrères pour la suite de ce grand rendez-vous de ce soir.